Tête de lecture, pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore. Ce soir, nous recevons Thomas Pondevie et Manu Mat, avec qui nous allons parler de la violence, son utilisation, sa légitimité et son emploi dans le théâtre, à travers la pièce « Les moments doux », dont Thomas est le co-auteur et Manu Mat, un des comédiens. Le 5 octobre 2015, le président et le directeur des ressources humaines de la compagnie aérienne Air France se font arracher leur chemise suite à une réunion du comité d'entreprise annonçant un plan de licenciement massif. Les deux directeurs sont filmés en train de fuir sous les huées, torse nu, veste déchirée et chemise en lambeaux. Les images font le tour du monde. Médias et représentants du pouvoir condamnent unanimement le geste, sans que jamais le contexte social et l'annonce du plan de suppression de 2900 postes ne soient mis en perspective. Questionnée par cet événement, la compagnie Babel s'interroge. Qu'est-ce que la violence ? Est-ce uniquement un événement physique ? Y a-t-il des violences légitimes, des violences invisibles ? À travers des scènes de vie dans une école primaire, dans le cadre familial et dans le monde du travail, les moments doux nous met face à nos propres perceptions des violences qui nous entourent. Celles du quotidien, imperceptibles mais loin d'être anodines, celles qui vous abattent d'un coup, comme ça, ou celles qui vous usent lentement, jour après jour. Et puis, une inquiétante étrangeté finit par se révéler. Une familiarité dérangeante, l'impression malheureuse de bien trop connaître toutes ces situations, d'avoir déjà vu, déjà vécu ces moments, sans avoir jamais mis le mot violence dessus. Avec les moments doux, Compagnie Babel vous offre un doux moment pour penser vos plaies et penser le monde qui vous entoure. On ne pouvait qu'être d'accord avec ça, alors on les a invités sur le plateau. Vous nous écoutez en podcast sur Deezer, Spotify et Apple Podcast, et vous nous regardez sur YouTube, vous avez le programme. C'est parti. Bonjour Thomas, bonjour Manu Mat, vous allez bien ? Oui, ça va. Bonjour. Alors, juste pour anticiper quelques questions sur nos réseaux, Manu Mat, c'est tout attaché, c'est ton nom de scène, Ouais. mais on va pouvoir t'appeler Manu. Tout à fait. Donc on est content, c'est parfait. Donc Manu Mat, tu joues dans Les Moments Doux. Oui. Toi Thomas, tu es crédité à l'écriture et à la dramaturgie. Et ben, ça tombe bien parce qu'en 3 saisons de Tête de lecture, on n'a pas encore eu l'occasion de définir ces deux termes, écriture et dramaturgie. Est-ce que tu veux bien nous expliquer en quoi consiste l'écriture d'un côté et la dramaturgie de l'autre d'une pièce de théâtre ? Avec plaisir. Alors moi je suis avant tout dramaturge, je me dis pas auteur de théâtre. Il y a souvent une confusion puisque le dramaturge c'est le nom pour désigner les auteurs de théâtre, mais c'était l'acception un peu ancienne. Certaines se diront encore dramaturge, mais aujourd'hui quand on écrit on est plutôt auteur et autrice de théâtre. Le dramaturge, lui, est cette fonction un peu particulière que beaucoup de gens ont du mal à définir, dont le rôle est de se tenir aux côtés du metteur en scène, souvent dans un binôme assez serré avec le metteur en scène, et de s'occuper des questions de sens et de structure. Donc la question du dramaturge, ça va être dans un spectacle, qu'est-ce qu'on raconte et comment on le raconte ? Par où on passe, de quelle manière on s'inscrit aussi dans l'histoire du théâtre, comment on va faire la pièce, par où on commence, qu'est-ce qu'on raconte, comment on le raconte, voilà. Oui, quand tu dis structure, c'est par exemple cette scène on la met là, on la raccroche de telle manière. Oui, il pourrait y avoir structure, c'est on va faire une pièce en 3 parties, on va faire une pièce en 10 morceaux, on va faire une pièce... je sais pas, il faut qu'il y ait 2 personnages joués par les mêmes interprètes ou au contraire, il nous faut 5 interprètes pour jouer la même personne, le même rôle. Bon, ça peut être des questions. La structure, c'est vraiment l'organisation générale du spectacle. Quand tu parles de duo avec la mise en scène, donc la metteuse en scène, c'est Élise Châteauret. Oui, tout à fait. Est-ce que ça veut dire que quand tu es dramaturge, tu ne fais pas qu'écrire, donner le texte et dire « allez, je le donne au vent et c'est parti, alors, ils en feront ce qu'ils voudront », mais tu es là aussi pendant les répétitions, pendant la création de la pièce ? Il faut bien penser ça comme 2 choses différentes. Il y a l'auteur de théâtre d'une part, et il y a le dramaturge. Le dramaturge, il n'est pas forcément l'auteur du texte. Le dramaturge, il est là pour comprendre ce qu'on raconte et comment on le raconte. Donc ça peut tout à fait... il y a des dramaturges sur des pièces classiques déjà écrites, évidemment, et puis il y a des dramaturges sur des œuvres de théâtre contemporain inventées de A à Z sur le plateau, collectivement, avec l'ensemble de l'équipe.
Ok, on a peut-être le nom de script doctor qui me vient à l'idée pour le cinéma, c'est-à-dire des personnes qui interviennent sur la structure aussi, sans forcément avoir écrit le matériau de départ. Alors souvent on compare à d'autres métiers, celui-là je l'avais pas, mais ça m'intéresse, je vais regarder. Ok. Et alors là, je suis crédité aussi à l'écriture parce qu'on a effectivement on n'avait pas de texte au moment de commencer le spectacle, comme c'est toujours le cas pour les spectacles de la compagnie, on part d'une thématique. Et ensuite, on accrédite ceux qui ont le plus participé à l'écriture. Ça varie. En réalité, on est toute l'équipe est autrice du spectacle sur ce type de forme de théâtre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la responsabilité pour les moments doux, c'est Lise et moi qui l'avons eu avant tout. Voilà pourquoi on est crédités tous les deux, ainsi que la compagnie Babel, puisqu'on a écrit ce spectacle tous ensemble. Oui, tu nous en parleras tout à l'heure de comment vous travaillez cette écriture, justement. Merci beaucoup pour ce petit point de définition. Ça y est. Après, moi qui suis, par exemple, comédien sur les spectacles, où Thomas est dramaturge, je vois bien à quel endroit, lui, il intervient spécifiquement en termes de dramaturgie, quoi. C'est-à-dire que lui, il porte un regard pas tant sur comment on fait les choses, mais ce que ça raconte de faire les choses de cette façon-là. C'est-à-dire que si on joue la scène et qu'on est debout, ou si on joue la scène et qu'on est assis, ça raconte une autre histoire, quoi. Et donc, en fait, ce que je vois de Thomas, ce que je comprends de Thomas, c'est qu'il porte un regard quasiment sociologique ou politique ou anthropologique. En fait, pour être dramaturge, si je me trompe, mais il faut quand même une très très grande culture. Voilà, pour avoir une sorte de distance sur ce qu'on fait, parce que nous, ça peut nous amuser à jouer comme ça, mais à se dire, attention, si vous jouez ça comme ça, ça renvoie à telle notion, moi ça m'évoque ça, etc. etc. Ouais, c'est bien dit comme ça aussi, merci Manu, je t'ai d'emmener avec moi. Et donc l'écriture, on voit bien que c'est autre chose, quoi. On peut écrire la scène, et après il y a ce regard de dramaturge qui permet voilà, quoi. Ouais, d'analyse de la scène. C'est plus clair, on voit comment ça sort de l'écriture tout de suite, la dramaturgie. Très bien. On avait la scénographie, on avait l'éclairage, maintenant on a la dramaturgie, on est bien, je pense. Et la dramaturgie, justement, elle prend en compte et la scénographie, et l'éclairage, etc., etc. C'est-à-dire que chacun est autonome sur son décor, sur ses lumières, son son. Et justement, un des boulots de Thomas, spécifiquement sur la dramaturgie, c'est de voir comment telle scénographie dans telle lumière, avec tel son et tel jeu d'acteurs et tels mots qui sont prononcés, ce que ça évoque, ce que ça renvoie, aussi bien de l'histoire du théâtre que de l'histoire du monde, quoi. C'est pour ça que je parlais de l'histoire du théâtre. La question de la dramaturgie, c'est ce que peut le théâtre. Qu'est-ce que peut le théâtre avec ses outils à lui, et comment il peut. Voilà. Donc la question, c'est qu'est-ce que le théâtre. C'est pour ça que le dramaturge, il porte cette fonction quand il y en a un qui est dans l'équipe, mais en réalité, tout le monde est dramaturge dans une équipe. Un acteur est dramaturge, un éclairagiste est dramaturge, et une metteuse en scène fait de la dramaturgie. Enfin, voilà. D'accord, très bien. Alors, revenons au moment doux. Allons-y. Les moments doux, je l'ai dit, ça prend comme origine les images des chemises arrachées des dirigeants d'Air France en octobre 2015. J'aimerais qu'on écoute un extrait du JT de France 2, le lendemain de cet événement, le 6 octobre, France 2 qui consacrait sa une à cet arrachage de chemises. On va écouter les premières secondes du sujet et on va retrouver un Premier ministre qui était Premier ministre à l'époque et qui est un homme politique qui revient aussi sur la scène politique en ce moment. On écoute. Air France, sous le choc. Et un Premier ministre qui affiche sa fermeté après les violences d'hier, depuis le siège de la compagnie. Les agissements sont l'œuvre de voyous. La justice devra identifier ceux qui se sont livrés à cette violence inqualifiable. Voilà, c'était Manuel Valls, Premier ministre à l'époque. Comment vous analysez les paroles du Premier ministre, justement, et peut-être même de la journaliste qu'on entend au début? Qu'est-ce que ça nous dit de cet événement? La journaliste, elle reprend d'abord, au début, elle commence en disant « Air France est sous le choc », ce qui est exactement la phrase du Premier ministre dans le début de son intervention qu'on n'entend pas ici. Ouais. Air France est sous le choc, et quand Air France est sous le choc, c'est toute la France qui est sous le choc, marquée par cette violence inqualifiable. Donc d'abord, on voit que son discours s'accorde avec celui du pouvoir politique.
Et on voit bien en tout cas qu'il y a ici une condamnation unanime de la violence physique. On sent bien il y a quelque chose de... Les termes sont forts, ils sont peut-être même en réalité plus forts que l'événement qui a eu lieu. Et je trouve que la puissance de cette intervention est le signe que quelque chose se cache derrière. On sent bien que ça donne envie d'aller fouiller. Parce que si on condamne aussi unanimement quelque chose, avec des termes aussi forts, je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre du tabou, quoi, de la violence qui est à l'œuvre dans les propos qui sont exprimés là. Et alors, oui, tu dis que vous êtes allé fouiller, je suis allé fouiller un petit peu. Le sujet de France 2, il dure 3 minutes, ce qui est beaucoup pour un sujet de JT. D'habitude, c'est plutôt 40 secondes, 1 minute 30. Et en fait, pas une seule fois n'est abordée la question du plan de licenciement de 2900 personnes, ce qui est quand même un chiffre énorme. C'est ça qui est caché, d'après toi, Ouais, alors c'est sûr, en tout cas, la violence, elle n'est pas seule. L'irruption de la violence, elle est prise dans un contexte. Et c'est ce contexte qu'on a envie d'analyser. Ouais. On est tous d'accord pour condamner la violence, il n'y a aucun doute là-dessus. Je veux dire, la violence physique gratuite, dans un monde équilibré, où on vit en société, on n'a pas envie de la voir advenir. Oui, on a envie de la condamner, par principe. On a envie de la condamner, mais elle est toujours prise dans un contexte, et c'est ce contexte qu'il faut regarder. Pourquoi elle survient, au nom de quoi, à quel titre, et essayer à partir de là, d'essayer de la comprendre. Et dans ce cas-là, elle a une origine très claire, effectivement. Elle a été provoquée, induite, par l'annonce d'un plan de licenciement massif, d'une part, sans concertation, d'autre part, avec un certain nombre, quand on regarde dans le détail, de particularités, de choses qui n'arrivaient pas comme ça d'habitude. Donc l'interdiction de mettre le parvis de grève, le piquet de grève, là où se tenaient les grèves habituellement, la relégation des syndicalistes à l'extérieur du bâtiment, le fait que le comité de direction s'est tenu dans une autre salle, à l'abri des regards, caché derrière des rideaux, des agents de sécurité un petit peu partout. Et tout ça commence à expliquer un contexte particulier. Voilà. Tu veux compléter ? Oui, non, je pensais que là, en fait, on a juste entendu l'audio. Et oui. En fait, c'est aussi il y a un combat d'image. Parce qu'en fait, la veille de l'interview qu'on vient d'entendre de Manuel Valls, en fait, se tient justement le conseil, on appelle ça le conseil syndical, qui est censé annoncer les suppressions de milliers d'emplois. Donc, il y a ces deux cadres qui finissent par s'enfuir après un chaos avec des chemises en lambeaux, qu'escalade, un grillage. Donc l'image est très très forte. Et Manuel Valls est au Japon à ce moment-là. Il revient en urgence. Il écourte son voyage diplomatique et il revient en urgence en France pour tenir la conférence qu'on vient d'entendre là. Et les deux cadres que la veille on avait vus en lambeaux se tiennent derrière. Ils sont chacun d'un côté de Manuel Valls. Et quand on regarde les images, en fait, c'est frappant. On ne cesse de les regarder, quoi. Je me souviens, elles sont disponibles, hein, elles sont sur les réseaux, vous pouvez les trouver facilement, quoi. Et on regarde ces deux cadres qui sont de nouveau en costume, avec leur chemise, des nouvelles chemises toutes propres, quoi. Et on sent vraiment la bataille des images et de ce que ça implique d'un point de vue idéologique. Et d'ordre économique qui essaye de se stabiliser, qui a été un tout petit peu fragilisé, à peine ébranlé, l'espace d'une image, quoi. Et comme nous, on fait du théâtre, en fait, les images, elles sont le royaume du théâtre, quoi. Donc, en fait, ces images, elles sont très fortes. Voilà, la question de théâtre, c'est comment on peut essayer de rendre compte, comment on peut mettre en équivalence cette violence physique, dure, difficile à regarder, c'est vrai,
de deux personnes qui se font arracher les chemises, bousculer. Sur les images, on voit une meute de gens en train de poursuivre deux personnes. Donc voilà, c'est dur à voir. Mais comment on peut mettre en équivalence ces images avec la réalité d'un licenciement économique qui va produire ces violences d'une toute autre manière. Et ça, c'est difficile, parce que la violence qui se voit, un bon coup de poing dans la gueule de quelqu'un est quand même beaucoup plus efficace pour décrire la violence qu'un harcèlement moral bien fait sur le temps, des années durant, qui va pourtant détruire la personne probablement plus durablement. Est-ce que tu veux dire que la violence, ça doit être spectaculaire pour être perçue comme violence, en fait ? En tout cas, c'est un travail pour que la violence qui ne se manifeste pas avec des coups soit perçue comme de la violence. Ça, c'est évident. Quand je dis c'est un travail, c'est de la complexité, c'est du temps. Pour penser ça, c'est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, le harcèlement moral, qui est aujourd'hui condamné par la loi, ne s'appelle pas violence, il s'appelle harcèlement moral. On a du mal à mettre le mot violence et on a inventé un autre terme. On pourrait dire autrement, une équivalence parlante. Il est beaucoup plus facile d'avoir de l'empathie pour une personne qui souffre d'un cancer que d'avoir de l'empathie pour quelqu'un qui fait une dépression, aussi grave soit-elle. Et même s'il vient d'attenter à ses jours. Il y a quelque chose dans la pensée qui résiste, qui demande un peu de temps pour le voir. Oui. Oui, et puis en plus, en fait, ça pose aussi la question du mot violence. Qui donne la définition, pourquoi, etc., etc. Donc ça, au-delà de pourquoi est-ce qu'on est ému vis-à-vis de qui et au nom de quoi, ça repose aussi sur des définitions qui donne la définition de ça c'est violent, ça ne l'est pas, etc., etc. Donc il y a aussi un enjeu sémantique autour du mot violence, quoi. Manuel Valls dit dans la même intervention « Jamais rien ne pourra justifier la violence ». Et ben jamais rien ne pourra justifier la violence, c'est faux. En revanche, de son point de vue, c'est vrai. Il a besoin de dire cette phrase parce que du point de vue de l'État, à ce moment-là, l'État doit être garant de l'ordre en place. Il est là pour perpétuer l'ordre en place. C'est son rôle. Et ben, du point de vue de l'État, effectivement, jamais rien ne doit justifier la violence. Mais la phrase est fausse. Donc c'est bien de prendre d'autres positions, parce que par exemple, nous on sait que y a un tas de choses qui peuvent justifier la violence. Il y a des violences légitimes. La police détient la légitimité de la violence, l'armée. Il y a des guerres, il y a la résistance. Le droit comporte la légitime défense aussi. Oui. Voilà, la légitime défense qui est dans le droit, effectivement, sous certaines... on voit bien, donc ça veut dire ça, déplier la question, essayer d'aller creuser, c'est de se dire, ne nous arrêtons pas à l'image choc d'une chemise arrachée et aux déclarations choc de l'ensemble des personnes, disons du personnel politique et du discours médiatique, à l'exception de quelques rares voix à la télévision qui ont dit « Est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre la violence ?» qu'on provoquait une sorte de trou d'air à la télévision. Quand ça a été dit, la télévision ne peut pas entendre une proposition comme celle-là, probablement parce qu'elle est trop complexe. Et pourtant, on peut que être d'accord, en fait. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis il faudrait chercher, vous disiez il faut chercher un autre mot que la violence, on dit harcèlement. J'ai l'impression que c'est la justice qui va définir la violence et les actes qu'on a autour. J'ai l'impression que ça donne l'idée que pour l'instant on travaille sur la question de la réparation, mais qu'on n'est pas capable encore de l'anticiper, de la prévenir, cette violence, quand elle n'est pas visible, quand elle saute pas aux yeux. On n'est pas encore capable de la définir avant qu'elle arrive, quoi. On en est encore à chercher comment la réparer. Ouais. En tout cas,
C'est vrai, pour revenir à ce que tu dis, Manu, nous, je crois que c'est une chose qu'on a apprise en travaillant sur le sujet. La violence, c'est un cadre qu'on se donne. Et je trouve ça super important qu'on puisse se dire que ce cadre, il n'est pas définitif. D'abord, il n'est pas fixe parce que selon le point de vue où on le regarde, comme je commençais à le dire tout à l'heure, Oui. la violence on ne va pas la définir pareil. Et selon les époques et selon les contextes, il est tout à fait mobile, quoi. Par exemple, je donne un exemple, on a écrit une histoire dans une famille qui vient d'une anecdote que Manu nous a racontée, avec ton fils quand il était petit. Peut-être tu veux la raconter, mais... Oui, je la raconte. Parce que je pense qu'elle a un rapport avec la question du cadre. C'est-à-dire, on dit à son enfant, il ne faut pas taper. Oui. Bon, ça, c'est la base de l'éducation. Effectivement, on est emmerdé. Moi, je le vois, ma fille, elle est à la crèche. Quand elle aime beaucoup quelqu'un, elle a envie de le mordre. C'est comme ça, on sent bien qu'elle ne sait pas comment... Elle a du mal à faire autrement, mais nous, ça va être notre travail de dire on ne mord pas, en fait. Enfin, on peut faire un câlin, on peut essayer d'exprimer de manière différente son affection ou une forme d'excitation comme ça, mais on ne mord pas. Sauf que, selon certains contextes... Bah ouais. Parce qu'en fait, mon fils, quand il était tout petit, en maternelle, il se faisait harceler, le mot est peut-être très fort, mais en tout cas, il se faisait embêter par un groupe de gens. Ouais. Et il le vivait très mal, et il a mis quand même plusieurs semaines, il était tout petit, il avait, 3-4 ans, à nous exprimer qu'il se faisait embêter par un groupe. Du coup, on en a parlé à son professeur, qui a dit « je sais pas, je vais regarder, etc. » Et qui, le soir, a dit « Ah oui, j'ai remarqué, effectivement, ils sont 3-4, dès qu'ils passent près de lui, il lui donne une petite tape sur la tête, ou je sais pas quoi, il le pousse, enfin voilà, etc. » Donc je leur ai dit « on n'a pas le droit de faire ça, etc. etc. » Et en fait, le lendemain, il est revenu de l'école, mon fils, et il s'était fait griffer le visage par ces mêmes groupes d'enfants, un peu comme une représaille, quoi. Et je me souviens avoir une discussion avec lui, à lui dire mais en fait, évidemment que tu n'as pas le droit d'être violent, mais tu as une obligation de te défendre, etc. etc. Et lui, il m'a dit, mais tu m'as toujours interdit de me battre et de taper, quoi. Et en fait, j'ai vu que il acceptait la violence de ses enfants parce que j'avais mis un interdit dessus, quoi. Et en fait, j'ai levé cet interdit en lui disant « Je t'interdis de te battre, je t'interdis d'embêter les gens. Par contre, tu as l'obligation, toi, de te défendre. » Et en fait, on voit que ces rapports à la violence, c'est quand même des rapports d'abord très humains et puis très complexes, très sociologiques, anthropologiques, quoi. Effectivement, mettre l'interdit là-dessus, c'est très fort, quoi. Et après, d'un point de vue parent, je suis très content que ce soit pas lui qui faisait partie du groupe de ceux qui agressent un autre. Donc, en fait, c'est très ambigu, tout ce que je pense de ce truc-là. Ouais, mais c'est vrai que ça... Quand Manuel Valls dit dans l'audio qu'on a entendu une violence inqualifiable, moi je trouve qu'il faut justement la qualifier, il faut en parler et tout ça, et balayer comme ça la discussion en disant de toute façon c'est inqualifiable, je trouve ça d'abord faux, dommageable, dangereux presque, etc., etc. Moi je trouve que justement il faut la qualifier, il faut la nommer, il faut... Par exemple, c'est intéressant pour le spectacle là. Ouais. Avec la compagnie Babel, c'est une compagnie avec qui on fait beaucoup d'interviews. C'est un travail très très documentaire. Ah oui, justement, j'allais vous poser les questions de comment vous travaillez les pièces, comment vous préparez. Donc en fait, là, on rencontre beaucoup de gens. Globalement, là, on a rencontré aussi bien des cadres de chez Air France que les avocats qui ont défendu les gens qui étaient accusés. Et puis des gens qui bossent, enfin des cadres qui bossaient dans d'autres boîtes, etc., etc. Et aussi, entre autres, avec Élise, j'ai passé avec Élise une semaine dans une classe de CM1 pour voir comment ça se passait, comment on apprenait l'éducation sur la violence aux enfants, etc., etc., quoi. Et je me souviens, il y avait la prof en CM1, il y a un cours qui est dans les programmes officiels de l'éducation nationale sur la violence, sur l'apprentissage de la violence, etc. Et en fait, à un moment, elle donnait des définitions, etc., etc. Et puis elle est passée à des cas concrets avec les enfants.
Et elle leur dit, ben voilà, il y a un commerçant, on lui a brûlé son magasin dans la nuit, qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Et en fait, spontanément, c'est des enfants qui avaient 8-9 ans, ils disent, bah, c'est mal, c'est pas bien, etc., etc. Et elle dit, oui, eh bien maintenant, ce même commerçant, en fait, on lui a brûlé son magasin parce qu'en fait, depuis des mois, il est raciste, il tient des propos homophobes sur les habitants du quartier, etc., etc. Et en fait, là, les enfants changeaient spontanément de discours par rapport au fait que son magasin avait brûlé, en disant, ils voyaient l'implication, ils voyaient la réaction. C'était beaucoup plus complexe comme pensée. Et je trouve ça passionnant. Et en fait, c'est ça, le spectacle des moments doux. Il est là, on essaye de qualifier, contrairement à Manuel Valls, on essaie de qualifier cette violence. D'accord. Et alors, dans les... Non. Ah, si. Je me demande si t'es en train de justifier qu'il faut brûler les magasins. Non, justement. Oui, c'est ça. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis qu'en tout cas, il faut déployer une complexité. Oui, parce que là, ça amène d'autres questions. Mais Voilà, est-ce que pour autant, c'est juste de brûler à qui de le faire Voilà, quoi. Mais la justice, justement, tient dans les règlements des tribunaux, tient de ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Oui, tout le contexte qu'il y a autour. Exactement. Et c'est le mais, peut-être, que Manuel Valls refusait à ce moment-là aussi. Et je sais pas ce qu'il avait en tête, mais je pense que lui, il se positionne plus en termes d'agent économique que d'agent de sociabilité, de vivre en sociabilité. Lui, il défend, je pense, un ordre économique quand il est là-dedans. Il défend pas... Quoi ? C'est ça que je dis quand je dis qu'il est... C'est du point de vue de l'État. Oui, voilà. L'ordre de l'État qui est aussi un ordre économique, c'est ça. C'est exactement ça. Alors cet événement chez Air France, bon, alors, ce n'est que le point de départ de la pièce, j'ai envie de dire. Vous vous détachez après de cette histoire. Tout à fait. Comment vous êtes parti de ces images pour aboutir à votre propre récit ? Qu'est-ce qui vous a guidé pour élargir un peu le sujet ? Eh ben, déjà, on a vraiment pris de manière assez littérale la question les propos de Manuel Valls, en disant est-ce que c'est vrai ? On est parti de cette question de manière assez ouverte. Donc pour comprendre si c'était vrai, on avait besoin de définir la violence de manière un peu plus précise. Donc on est parti rencontrer un certain nombre de gens dans des contextes variés. Donc on a rencontré au final quand même une 60aine de personnes, ce qui fait beaucoup d'entretiens. Hein. Des entretiens de 2 heures, rarement moins de 2 heures. Au gré des associations qu'on a avec les théâtres, donc principalement pour cette pièce, on a rencontré des gens à Sevran, à Béthune et à Nancy. Voilà, des contextes sociaux par ailleurs très différents, donc ça tombait plutôt pas mal. Et on a rencontré des particuliers avec toujours la même structure d'entretien. Qu'est-ce que c'est pour vous la violence ? Est-ce que vous en avez subi ? Et est-ce que vous en avez produite ? Qui est peut-être la question la plus surprenante quand elle arrive et qui demande un tout petit peu de réflexion, enfin en tout cas qu'une confiance se soit établie. Et donc c'était généralement la dernière question qui arrivait. Ouais. Comment est-ce que vous en avez produite ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Un peu dans les entretiens, un étonnement devant la question. Et puis, assez rapidement quand même, une compréhension. On a tous des choses à dire, en fait. Il suffit, mais il faut juste passer 10 secondes dessus, en se disant ouais, d'accord, on parle de ça maintenant, est-ce que moi... Et là, on a des choses à dire. Voilà. Nous, pour aider la discussion, on est toujours aussi quand on pose la question à quelqu'un en miroir, on se la pose à nous-mêmes. Ouais. Donc, s'il n'est pas naturel ou de répondre à la question, on peut aider en se la reposant à nous-mêmes. Et moi, j'ai pas fini de me la poser. Hein. Enfin, à quel moment dans ma vie j'ai exercé de la violence ? Auprès de qui ? Pourquoi ? Est-ce que je m'en suis rendu compte sur le moment ? Pourquoi c'est après coup que je m'en rends compte ? Est-ce que je peux travailler à faire différemment ? Enfin, bon, c'est un vaste sujet. Et dans ces entretiens, on avait donc rapidement 3 champs d'investigation. L'école, le travail et la famille.
la maison, quoi. Bon, bah, la famille, on voit bien comment l'histoire de Manu avec son fils peut être un des lieux où s'apprend la violence. Mais c'est aussi vrai pour l'école et pour le travail. Donc, en fait, en repensant, là, en venant ici au sujet, la manière qu'on a eu de le travailler, en fait, on s'est vite demandé, en définissant la violence, comment on était formé dans nos vies à la violence. Donc la question, c'était qu'est-ce qu'on nous apprend de la violence? Et je pense qu'en réalité, c'est pour ça qu'on a été voir l'école, qu'on s'est intéressé aux familles. En tout cas, c'est ce qu'on a gardé dans le spectacle et qu'on a été voir le monde du travail, parce que c'est des lieux de formation, de définition de la violence. De tout petit jusqu'à très vieux, on ne cesse d'être formé à cette question, parce qu'on vit en société, qu'on a des interactions sociales avec les autres. Et voilà. Donc on a l'école, le cadre familial, oui, et puis, le travail, c'est ça. Puis la question de quand est-ce que vous avez subi la dernière fois de la violence et quand est-ce que vous en avez produit, c'est aussi... En fait, il y a des violences qui sont plus violentes que d'autres, mais en fait, personne n'est exempt de production de violence. Et en fait, déjà, rien que dire ça, ça amène une certaine complexité, quoi. Voilà, parce que dans le spectacle, il y a cette espèce de recherche d'une chose, de comprendre un peu les systèmes, le système dans lequel on est pris. Et la violence n'est pas... là encore, une petite chose à part, dans son îlot, où elle apparaîtrait. Elle est prise dans un tas de contextes, elle est enchevêtrée dans un tas de rapports, des rapports sociologiques. Enfin, le monde est pétri de ça, quand même, des rapports de domination. La violence, elle est prise là-dedans, et c'est là-dedans qu'il faut la regarder. Et c'est pour ça qu'on a essayé de varier les échelles, effectivement. Une petite violence qui a l'air anecdotique est en fait tout à fait en rapport avec une très grande violence. Pour donner un exemple, puisqu'on a aussi travaillé sur le procès de France Télécom Orange. Le procès de France Télécom Orange, les dirigeants ont été condamnés pour harcèlement moral institutionnel. Institutionnel. Ouais, ce qui est une expression qui a été... ça fait jurisprudence, hein, ça a été inventé spécialement pour l'occasion. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est systémique, quoi. Voilà, donc c'est dans les valeurs de ça veut l'entreprise. dire que c'est à grande échelle. Enfin, là, on parle de... C'est organisé. C'est organisé, on parle de... je sais pas, les départs, on les écrit dans le spectacle, c'est 4000 départs. On demande de faire partir 4000 personnes, d'en déplacer 15 000. Voilà. Et pour ça, il y a une entreprise, une stratégie de harcèlement moral qui a été mise en place à très large échelle. Et bien, le lien entre la mise en place de cette stratégie et la façon dont on peut mettre au banc d'une classe un élève pour telle ou telle raison, qui paraît une chose beaucoup plus petite, beaucoup plus anecdotique, elle est absolument liée. C'est certain, enfin, on comprend mieux les choses quand on les regarde ensemble. Donc d'une part, on a essayé de travailler sur des échelles petites et des échelles très grandes, et d'autre part, sur des milieux différents, et de les faire dialoguer. Et on voit bien quand on fait dialoguer la manière qu'on a d'apprendre la violence à l'école, la manière qu'on a d'éduquer nos enfants à la violence, et la façon dont parfois se déploie le management dans les entreprises. J'y vais avec beaucoup de douceur. Et il y a des rapports évidents qui, quand même, lèvent des solutions, éveillent le regard sur la question de la violence. Tu y vas avec beaucoup de douceur. Alors, je vais revenir sur ce que... Parce qu'en fait, oui. J'espère qu'on n'est pas caricatural, voilà. et on voudrait surtout pas l'être. Voilà. C'est ça. Quand on a préparé la mission et qu'on s'est appelé, Thomas, moi, j'essayais de savoir si vous donniez votre point de vue dans cette pièce. Et tu m'as dit oui, on essaie de mettre en balance et de questionner vraiment tous les points de vue. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas exprimer le nôtre, mais on va donner un peu on va donner un peu la parole à tout le monde. C'est ça que tu disais quand tu dis j'y vais avec douceur, c'est que tu essaies aussi de contrebalancer un petit peu. Et oui, bah ça aussi, c'est un petit effort
d'aborder les choses avec complexité. Pour le spectacle, on pourrait dire, évidemment, un spectacle de théâtre, en fait, il y a un point de vue dans un spectacle de théâtre, enfin, il faut se positionner, sinon ce serait vraiment bizarre. Enfin, on pense un sujet, il nous travaille, il nous traverse, et donc on a évidemment des choses à dire, et des choses à penser, des choses à exprimer sur le sujet. Quand on a bossé 2 ans sur la question de la violence, enfin, on a tellement discuté, tellement appris, on a des choses à dire et on se positionne. Mais peut-être que dans le spectacle, ce qu'on essaye de faire, c'est quand même de proposer des questions ouvertes pour que les gens, l'assemblée des spectateurs et des spectatrices puissent regarder ces questions et se les approprier et se les poser avant toute chose, plutôt que de recevoir une leçon ou des réponses sur le sujet abordé. Ça paraît bête comme ça, mais ne faire que poser des questions, réussir à lever des questions plutôt que d'apporter des solutions, c'est pas si facile que ça. C'est une attention permanente pour l'ensemble de l'équipe, de se dire qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit, où on en est là, est-ce qu'on va un tout petit peu trop loin ou est-ce qu'on reste sur ce point critique, sur ce seuil de la question qui est l'endroit le plus fort. Et nous-mêmes, quand on a une réponse, en réalité, quand on revient à la question, on se remet en jeu et c'est là que ça devient intéressant. Et vous terminez par des questions. Hein. Manu Matt, il me semble que c'est toi. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment la toute dernière scène, mais il me semble que tu termines en maître d'école, si je me trompe pas. Et tu termines par une série de questions aussi. Ça reste ouvert. Hein. Ouais. Bon, je commence par la fin du spectacle. On va revenir au début après un petit peu. Mais pour dire que ça parcourt vraiment toute la pièce. Oui, en fait, à la fin, comme le spectacle, il est conçu aussi par rapport aux enquêtes qu'on a menées, à un moment, je joue donc... pendant tout le spectacle, il y a un fil conducteur qui est autour il y a des scènes d'école avec des élèves et des profs. Et donc, je joue à la fin un des profs qui questionne, c'est un cours sur la Révolution française, qui questionne la violence qui a eu lieu à ce moment-là, etc., quoi. Et donc, et je pose des questions aux enfants. Est-ce qu'il faut forcément être violent pour faire aboutir des droits? Est-ce qu'il faut forcément faire couler le sang pour mieux se faire entendre, etc., etc. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que poser des questions, c'est aussi une forme d'investissement. Il ne faut pas croire que parce qu'on n'apporte pas des solutions en disant il faut faire ci, il faut faire ça, que le propos il est plus léger ou plus mou ou je sais pas quoi. Mais rien que dire, mais est-ce qu'on a le droit de questionner ce que dit Manuel Valls, quand même, qui est une question. C'est quand même une question engageante, une question qui... En fait, ce que je veux dire par là, c'est pas parce qu'on dit pas Yaka Faucon qu'on serait pas investi ou on prendrait pas position, quoi. D'ailleurs, vous engagez aussi... Vous invitez le spectateur à faire ce travail avec vous. Ouais. Vous allez voir où je vais en venir. Je voudrais que vous me parliez de ce que va voir en premier le spectateur quand il va rentrer dans la salle. Qu'est-ce qu'il va voir? Et surtout, d'habitude, on dit que le spectateur va s'asseoir dans le noir. Est-ce qu'il va être dans le noir quand il va rentrer dans la salle? Est-ce qu'il va le rester? Alors effectivement, ça a été une des hypothèses de scénographie qui est apparu assez vite, avec Charles Chauvet, qui a conçu la scénographie du spectacle, de réussir d'inventer un système d'éclairage qui appartient à nos spectacles, et qui soit implanté dans la salle, dans les salles où on joue le spectacle, qui permettent de laisser la salle allumée dans les mêmes lumières que le plateau à plusieurs moments dans le spectacle. Donc régulièrement, la salle se rallume durant le spectacle, sous les mêmes lumières que le plateau. Et c'est une toute petite chose qu'on ne perçoit pas forcément quand on est spectateur et spectatrice dans la salle, je crois. Mais quand même, ça joue, ça nous met dans un même espace pour qu'on partage ensemble les mêmes questions. Voilà. Ça, c'était l'enjeu un peu. Donc quand les gens arrivent, effectivement, dans le
Dans la salle, ils sont éclairés par cette même lumière d'ambiance générale, qui sont des grands pavés lumineux rectangulaires. Et la salle est face au décor, qui est constitué de plusieurs éléments vitrés, des modules vitrés comme ça, posés sur une grande moquette bleue. Un espace assez abstrait dans lequel on devine plusieurs espaces de jeu, un environnement un peu familier comme un petit salon à cour, une grande table qui peut faire penser à un bureau dans le fond, un jardin, et puis une grande boîte d'où on aperçoit de la végétation dans le fond de scène. Et le spectacle commence avec l'entrée des 6 interprètes qui se positionnent sur scène, qui nous regardent et puis qui se regardent. Est-ce que je dis ce qui se passe à ce moment-là? Et qui se regardent, qui se jaugent, et on sent qu'il y a quelque chose d'un petit peu d'un jeu dangereux qui se met en place. Et tout à coup, Manu se fait arracher sa chemise. Ah. Voilà. Et ça, c'est le premier tableau du spectacle. Donc, autrement dit, le spectacle commence par le fait divers qui a déclenché qui était notre moteur pour fabriquer les moments doux, quoi. Et je me souviens, là, tout à coup, ça me revient. J'en profite, parce qu'on parlait de mettre en équilibre plusieurs points de vue, de se poser des questions. Il y a plusieurs moments dans la pièce, notamment, je pense que c'est les scènes qui concernent le monde du travail. J'aimerais qu'on y revienne un petit peu, d'ailleurs. Toutes les personnes, en tout cas une partie des personnes qui vont être auteurs, autrices de violences à ces moments-là, je pense notamment à des personnes qui vont devoir licencier un certain nombre de gens, à la fin des scènes, ces personnes-là se retrouvent toutes seules et ont comme un petit malaise, en fait. Ça arrive 2 ou 3 fois, je pense, je ne sais plus précisément. Et ça m'a beaucoup interrogé, ce moment-là. Comment ces personnes-là, pendant toute la scène, on se dit, c'est vraiment, on peut dire, des fois, c'est vraiment odieux ce qu'ils font. Et eux-mêmes, tout à coup, on va finir par les plaindre à la fin parce qu'ils se sentent mal. C'était important pour vous aussi d'humaniser un peu ces personnes-là? La réponse est oui, évidemment. Parce que ce sont des humains, c'est ça qui est passionnant. En fait, comme on disait, on fait des enquêtes beaucoup, et donc on a rencontré les avocats de Air France. Et en fait, au moment où on les a rencontrés, ils nous ont dit « Ah, mais si cette question de la violence institutionnelle vous intéresse, sachez que là, va bientôt commencer le procès en appel des dirigeants de France Télécom à Paris. Et là, c'est vraiment, comme disait Thomas, puisque le premier procès a fait jurisprudence, il s'agissait vraiment de la construction légale de le harcèlement institutionnel, quoi. Et donc, on est allé assister à des audiences au tribunal. Et en fait, donc des gens sont venus témoigner, des gens qui ont été victimes de ce harcèlement institutionnel, et puis des gens qui l'ont produit, ou des gens qui l'ont produit, puis qui après en ont été victimes, etc., etc., quoi. Et en fait, on voyait bien qu'il y avait un système, une pression managériale, enfin bon, bref, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, où les gens, finalement, ont été amenés à se conduire de manière très violente, pour le coup, avec leurs collègues. Mais le soir, ils rentraient chez eux, ils étaient dégoûtés, quoi. Ou ils ont fini par eux-mêmes se faire virer, ou eux-mêmes, ils ont fini par démissionner en disant « mais ce qu'on nous a demandé, c'était horrible », etc., etc. Mais ils le faisaient quand même, quoi. Et il ne faut pas croire que virer des gens, ce sont des gens sans cœur, comme ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde. Mais en tout cas, virer des gens comme ça, par paquet, ça laisse des traces. Évidemment, ça laisse des traces horribles chez les gens qui se font virer. Mais les gens qui le font aussi, ça questionne énormément sur pourquoi est-ce qu'ils acceptent, comment est-ce qu'ils le vivent, etc., etc. Tout en sachant que même eux, à la fin, pour certains, ils vont eux-mêmes subir ce qu'ils ont fait pendant plusieurs mois, quoi. Et juste, ouais. Ouais, vas-y. Non.
Justement, Manumat, tu as un rôle comme ça qui est assez fort en émotion. Tu es un salarié RH à qui on fait faire un jeu de rôle. Exactement. Tu as le rôle de celui qu'on veut licencier à ce moment-là, je crois. Bah ton ouais, personnage, parce que... soudain, il joue plus. Oui. Bon, après, c'est c'est la magie du théâtre, c'est quand on permet de mixer justement plusieurs plans de réalité. C'est-à-dire que concrètement, chez France Télécom, ils ont mis en place, il fallait les virer ces gens. Donc ils ont mis en place une école, ça s'appelle l'école de management. C'est une école de management. Voilà. Donc on a formé des managements à virer des gens, quoi. Donc c'est vraiment Enfin, c'est vraiment fou. Hein, par exemple, je me souviens au procès, il y avait des gens qui ont été, ils étaient, je sais pas, ingénieurs, ils développaient des systèmes, et du jour au lendemain, on les a mis, ils étaient responsables, il fallait qu'ils comptent le nombre de boîtes d'élastique qu'il y avait chez France Télécom. Et c'est un vrai cas, hein, ce que je dis là. C'est pas du tout, ça paraît complètement fou, mais compter des boîtes d'élastique. Voilà, c'est ça. Et s'ils n'y arrivaient pas, ils étaient virés. Donc c'est vraiment, ça rendait, enfin voilà, c'est pour vous dire le niveau de violence pour le coup qui a été mis en place. Et c'était quoi l'objectif? C'était les faire partir, qu'ils partent d'eux-mêmes? Exactement. Parce que en fait, l'idée, c'était qu'il fallait que les gens démissionnent. Il était hors de question de les virer parce que ça voulait dire indemnité, enfin, etc., etc. Il fallait que les gens partent, quoi. Et donc, nous, sur la pièce, en fait, on rejoue des scènes où on apprend à virer des gens, quoi. Et selon les préceptes de l'école de management, cette école de c'est l'école de management avec un programme pédagogique auquel on a eu accès, puisque dans le réquisitoire du procès, on a accès à un certain nombre de mails où sont décrits les procédés. Exactement. Et en même temps, ça nous permet de mixer ça au théâtre. Justement, un de ces cours de management dérive et aboutit sur un vrai cas où une personne était... donc, à un moment, France Télécom décide il se sépare d'un immeuble où dedans, ils ont beaucoup d'employés, et en fait, ils regroupent tout dans un seul immeuble. Et en fait, le jour où le déménagement a lieu, tout ça, et en fait, il y a 3 personnes qui n'ont pas d'affectation dans le nouvel immeuble. Donc, ils se rendent sur le nouvel immeuble, mais de manière très naïve, en disant « j'ai pas reçu, je sais pas quoi ». Et en fait, pas du tout. Non, eux, ils doivent rester dans l'ancien bâtiment. Ancien bâtiment où il n'y a plus rien, il n'y a plus de bureaux, il n'y a plus rien, etc. Et s'ils abandonnent, ils sont 3 dans cet immeuble, et s'ils abandonnent leur poste, il y a donc abandon de poste, et donc ils sont virés pour faute professionnelle, quoi. Donc ils sont contraints à rester dans ces bureaux où ils n'ont plus de travail, il n'y a même plus de bureau, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien. Donc c'est pour vous dire un peu la violence que ces gens ont subie, quoi. Et donc ça bascule théâtralement d'un seul coup. On est dans l'école de management et pof, on bascule dans un cas, dans ce cas monstrueux réel, quoi. Ouais. Et donc ton personnage là, il sort vraiment tout. Il déballe ses émotions. Comment tu as travaillé tout ça, ce genre d'émotions, de réactions? Comment tu t'es inspiré de ça? Qu'est-ce qui t'a inspiré? C'est un peu un ensemble c'est toutes ces rencontres qu'on fait, toutes ces discussions, d'assister au procès, etc., etc. Il y a quand même, n'oublions pas, il y a quand même des dizaines de suicidés qui ont lieu. Et des dizaines de tentatives aussi qui ont échoué. Et de toutes les manières possibles. C'est intéressant de se rendre compte que ça veut dire, quand on dit des gens qui se sont suicidés, on parle de gens qui ont sauté sous des trains, qui ont sauté du 10e étage des bâtiments de France Télécom, qui se sont immolés, pendus, qui se sont égorgés en réunion. Je veux dire, quand on... En termes de violence... Et c'est là où on voit bien que la question de la violence réelle, elle est bien là aussi. Au bout de la chaîne de ce harcèlement moral institutionnel. Quand on décrit jusqu'où ça va, encore faut-il accepter qu'il y ait une chaîne logique de cause et de conséquences là-dedans. Mais voilà, de toute façon, ils ont été condamnés, donc la justice a considéré que c'était bien le cas. Oui, il y a énormément de livres qui ont été écrits sur le procès France Télécom, parce que justement, en fait, il est très symptomatique d'un basculement de l'économie française à cette époque, etc., dans la mondialisation, avec l'actionnariat qui rentre dans les entreprises qui étaient avant nationales, etc. Donc, en fait, France Télécom est vraiment symptomatique, mais c'est une époque où, je me souviens, chez Renault aussi, il y a eu plusieurs suicides. Enfin, bon, bref, c'était France Télécom a poussé très très loin l'horreur, j'ai envie de dire, mais c'était pris dans un système, quoi. Et d'ailleurs, au premier procès, il y a le président de France Télécom qui dit
En gros, alors je n'ai plus la formule exacte, mais il dit ces gens qui sont suicidés ont gâché la fête. Donc oui, donc c'est quand même... Alors pour le coup, alors là, en termes de violence de propos, c'est-à-dire que pour lui, effectivement, lui, il explique que s'ils n'avaient pas mis en place ces systèmes de réduction de personnel, en fait, France Télécom, aujourd'hui, n'existerait plus. Elle aurait été absorbée dans les problèmes de conflit, enfin de guerre, justement, alors là, de guerre économique, etc., etc., quoi. Et donc, de son point de vue, il a sauvé France Télécom. Donc, de son point de vue, c'est une réussite. Et donc, de son point de vue, il y a une fête. Et donc, quand au procès, devant des gens, devant des familles, etc., il dit cette phrase « c'est dommage, ça a gâché la fête », c'est quand même, fou. Ah ouais, c'est fou. Ouais. Mais en même temps, c'est intéressant aussi de comprendre pourquoi elle lui dit ça, moi je trouve, cette phrase monstrueuse, quoi. Ouais. Mais c'est pas parce qu'on essaie de comprendre, encore une fois, qu'il a bien eu raison de mettre en place... Mais c'est une vraie question quand on les entend... Quand on les entend au tribunal, pendant le procès, les dirigeants de France Télécom Orange, c'est une vraie question. Il y a un moment où on a envie de les croire, enfin. Le moment où ils disent on n'a pas su, on ne s'est pas rendu compte, on a voulu bien faire. Franchement, voilà, il y a une forme d'empathie qui arrive à laquelle on ne s'attend pas forcément. Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même aussi de la complexité dans les points de vue de ceux qui sont à l'origine de tout ça. Et c'est aussi pour cette raison, pour essayer de ne pas être caricatural, de continuer à poser des questions, à essayer d'ouvrir la problématique, qu'on a choisi dans la troisième partie de basculer du côté de la compagnie de théâtre, de quitter le monde de la grande entreprise et de reposer dans un dernier tour de piste la question, cette violence, à l'échelle de notre compagnie, qu'est-ce que ce serait ? Si pour des raisons économiques, c'est là où la dystopie est en train de rejoindre la réalité, mais si pour des raisons économiques, je dis ça parce que vu ce qui est en train de nous arriver sur la gueule, réduction des budgets, des subventions de l'État. On est 6 dans ce spectacle, on ne peut pas continuer à 6, il y a une personne de trop pour que ça aille au bout. Comment on fait ? Qui s'en va ? Et là, on voit bien qu'assez rapidement, même en improvisation, puisque cette séquence, elle a été écrite à partir de plusieurs tours d'improvisation avec l'équipe, il y a des arguments qui reviennent, qui sont quasiment les mêmes que ceux qu'on a pu avoir dans le cadre de notre rejeu de l'école de management de France Télécom Orange. Bon, par exemple, moi je vous le dis tout de suite, ce projet, j'en ai besoin pour vivre. Moi, j'ai 2 filles. Je peux pas faire autrement, en fait. J'ai un prêt, j'ai 2 filles. Sans ça, je suis mort, moi. Donc tant pis, c'est quelqu'un d'autre, vous vous sacrifiez. Hein. Et en disant ça, on oublie toute forme de solidarité. On voit bien comment la peur de son propre équilibre économique peut tout à coup empêcher de penser le groupe, quoi. Bon, et c'est tout bête, mais ça permet de rapprocher le sujet un peu de nous. Oui. C'est cette troisième partie du spectacle. Oui, et après, il s'agit de le rapprocher de nous d'un point de vue humain. Parce qu'évidemment, il y a une différence entre le service public, parce que nous, on travaille pour le service public, et les grandes entreprises, tout ça. Il ne s'agit pas de... justement, actuellement, le service public, il est à un endroit, et l'actionnariat, il est à un autre, quoi. Il ne s'agit pas de mettre une égalité entre ces deux choses. Mais d'un point de vue humain, c'est d'un point de vue humain qu'on se pose la question, pas d'un point de vue institution, quoi. Et en même temps, tu vois, ça pourrait presque se poser aujourd'hui quand on voit l'annulation des subventions au dernier moment. Bon, hein, on rappelle que la région Pays de Loire a décidé en décembre de supprimer 80% des subventions allouées à la culture, au sport et aux associations. Ouais. Année blanche pour le département de l'Hérault aussi. Le département de l'Hérault un peu plus tard. 100%. 100%. C'est ça. Bon, et on parle de... Ou le pass culture. De projets qui ont été engagés. Tout à fait. Ouais. Et pour ces projets qui ont été engagés... c'est toujours en main, boum. Oui, ça s'arrête. Donc ouais, tu pourrais imaginer un spectacle en répétition où tu te dis, bon voilà, qu'est-ce qu'on fait ?
Oui. Justement, Non, mais vous avez trouvé des solutions quand vous avez fait vos improvisations. Tu parlais de solidarité tout à l'heure. Bah justement, Est-ce la qu'il y a- solution. Non, mais c'est vrai, là, à l'échelle de votre troupe, est-ce que ça vous a questionné? Vous vous êtes dit à un moment, mais si ça devait arriver, comment on ferait? Est-ce qu'à un moment, vous avez trouvé quelque chose? Bah, disons, ce qui nous a guidés, comment dire, ça a été justement cette définition de la violence. J'en reviens à une définition, qu'est-ce que la violence, quoi. Et il y a un texte de Genet où il parle de ça. Alors lui, c'est notre époque, ça date des années 60, qui est un texte qui est tiré d'un livre, donc on est en pleine guerre d'Algérie, enfin bon bref, donc c'est un autre contexte. Mais à un moment, il parle justement de la violence, et en fait, il explique que la vie, c'est violent. Et il donne des exemples, il dit un poussin qui naît, qui casse sa coquille, c'est violent, un volcan qui érupte, c'est violent, une femme qui accouche, c'est violent. La violence fait partie de la vie. Par contre, ce qu'il faut différencier, c'est ce qui relève de la violence et ce qui relève de la brutalité. Et pour lui, la brutalité, c'est l'exercice d'une domination d'un groupe sur un autre groupe, d'une personne sur une autre personne, etc. Et donc là, d'arriver comme ça à séparer ce qui relève de la violence de la vie et de la brutalité, ce qui est un exercice de domination, en fait, c'est déjà le début d'une réponse, entre guillemets. Ouais. Et nous, ça nous a quand même guidé, ce texte-là, et de l'approcher comme ça, quoi. Et après, c'est vrai, si on a des réponses, c'est vrai, définitionnelles. On a quand même compris un tas de trucs, tu as raison, il y a cette définition-là, il y a aussi ce texte de Sophie Vanish, une historienne qui nous a accompagnés aussi un petit peu sur le spectacle, notamment sur la scène de la Révolution française, puisqu'elle est spécialiste de la Révolution française. Et en disant des choses toutes bêtes comme ça, il y a une différence entre les violences oppressives et la résistance à la violence. Et juste le dire, ça fait du bien, en fait. On voit bien, il y a une petite distinction. Ça n'a rien à voir, et je sais pas, on regarde le paysage un peu autrement. Et après, dans le spectacle, par rapport à cette histoire d'éviction ou non d'un ou d'une interprète, on a dans le spectacle une réponse théâtrale. Voilà, c'est-à-dire que le théâtre prend ses droits et il y a un des personnages à qui il arrive quelque chose d'un peu énorme qui nous permet de ne pas répondre, de ne pas donner de solution qui serait la nôtre. Ouais. Voilà, on s'en sort par le théâtre. Il nous reste quelques minutes encore, j'aimerais qu'on parle d'un lapin. Alors, je vais décrire un petit peu. Lucas le lièvre. J'aimerais qu'on aille voir du côté des scènes qui se passent à l'école, parce que les instituteurs qui vont ils vont présenter aux élèves, autant aux élèves qu'au public d'ailleurs, 3 images, 3 scénettes, l'une après l'autre. Alors on va vous les mettre en image sur la vidéo de l'émission. Les images, c'est des dessins, ils mettent en scène un kangourou et une abeille qui vont entrer dans on va dire un petit processus d'escalade de la violence. Bon, elle le pique, il la frappe, toutes les abeilles le piquent, etc. Ça va ouvrir le débat dans la classe, qui a commencé, qu'est-ce que c'est que répondre à la violence, est-ce que c'est justifié? Bon voilà, on va pas tout raconter non plus, mais j'aimerais qu'on revienne sur un 3e personnage du dessin, que moi au départ j'avais un peu oublié, c'est le lapin. À chaque fois il y a un lapin, et à chaque fois il est témoin des 3 scènes, et à chaque fois il est sidéré mais il n'intervient pas. Et moi ça m'a beaucoup interrogé, ce lapin, qui est toujours là, mais qui fait rien en fait, qui fait rien, qui dit rien. Comment vous l'avez vu, ce lapin? Est-ce que c'est pas lui finalement qui a un comportement aussi problématique, parce que lui il lui arrive rien, mais il n'intervient pas, il réagit pas, il arrête personne, quoi. Ouais, non, c'est très beau ce que tu dis sur le lapin, parce que c'est vrai que le lapin est témoin de tout ce qui se passe, et c'est vrai on parle depuis tout à l'heure de la violence qu'on subit, la violence qu'on produit, tout ça. C'est vrai il y a ce 3e volet qui est la violence à laquelle on assiste, qu'on voit, et elle est quotidienne, quoi. Pour le coup, on est venu en métro, enfin, c'est vraiment... Les moments d'assister à de la violence est permanent, presque, j'ai envie de dire, quoi. Donc ça, c'est vrai que cette question-là, la question d'être témoin de la violence, c'est une question
Les lapins, c'est aussi nous devant l'affaire des chemises arrachées, qui devons penser quelque chose de cette affaire, en fait, et pas se laisser dicter ce qu'on devrait penser. Effectivement, c'est une responsabilité de questionner, d'approfondir, de mettre de la complexité dans des choses qui nous sont présentées de manière simpliste. Donc on est les lapins devant la chemise arrachée. Est-ce qu'on est sidéré par ce qui est en train de se passer ou est-ce qu'on arrive à regarder un petit peu plus loin? Mais c'est vrai que là, dans le lapin, il y a, pour le coup, tu parlais de solutions. Je pense qu'il y a, en tout cas, il y a un horizon qui est une prise de conscience que, en fait, être témoin aujourd'hui de violence, on peut plus seulement être témoin, quoi. Donc, en fait, comment est-ce qu'on passe du statut de témoin de la violence à agent pour essayer de dénouer des situations, etc., etc. C'est un enjeu fort. Et je pense que c'est en tout cas à titre, je pense que c'est là où on a chacun un espace qui est possiblement à investir, quoi. Mais c'est difficile, hein. La peur, comment faire, comment ceci, comment cela, etc., etc. Trouver les mots, identifier ces violences, ce qu'on disait un petit peu au début aussi. Oui, voilà. Et puis, des fois, on assiste à des choses, on se dit, ça ne nous regarde pas. Chacun, je sais pas quoi, chacun élève son enfant comme il veut, chacun, je sais pas quoi. Mais jusqu'à quel point on peut, jusqu'à quel point c'est vrai, jusqu'à quel point à quel moment il devient, il faut agir, quoi. Il faut prendre la parole pour dénoncer certaines choses. Voilà, quoi. Jusqu'à quel point on peut savoir que des gens souffrent à côté de soi et l'accepter, quoi. C'est une vraie question. Ouais. Merci pour cette dernière question. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Manu Matt, Thomas Pont-de-Vie, d'avoir partagé ce moment avec nous. On va vous laisser vous préparer pour la lecture d'un extrait de la pièce. Tout à fait. On vous recevait donc pour Les Moments doux. Écriture, Élise Châteauret, Thomas Pont-de-Vie et la compagnie Babel. Mise en scène, Élise Châteauret. Dramaturgie, Thomas Pont-de-Vie, donc. Avec sur scène François Clavier, Solène Keravis, Samantha Lebas, Manu Matt, Julie Moulier et Charles Zévaco. Scénographie et assistanat à la mise en scène, Charles Chauvet. Construction décor, les ateliers de la Comédie de Saint-Étienne. Costume, Solène Four, assistée de Marion Morvan. Lumière, Léa Maris. Création sonore, Lucas Lelièvre. Régie générale et plateau, Joridesque et Caroline Costenoble. Régie lumière, Colline Garnier. Régie son, Alice Lemoigne et Jérôme Patrice. Administration de production, Maëlle Grange. Diffusion et développement, Marion Souliman. La pièce se joue en ce moment au Théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 30 mars. Et puis on pourra vous retrouver le 8 avril au Gallia à Saintes, le 10 et 11 avril au Théâtre d'Angoulême, le 15 avril à l'Empreinte à Tulle et le 16 mai aux Passerelles à Ponto-Combo. Manu, Matt, Thomas, on vous écoute à présent pour un extrait des Moments doux. Alors je resitue rapidement l'extrait. On est à peu près au milieu du spectacle. On est dans l'école de management, inspirée de cette école de management France Télécom Orange. Et tout à coup, on arrive sur une scène de simulation, puisque les managers apprennent des stratégies pour inciter les salariés à partir d'eux-mêmes. Et on est sur une scène de bascule où tout à coup, les scènes d'école de la première partie semble venir contaminer la scène de simulation d'incitation au départ volontaire. Voilà. Cette scène s'appelle « L'élève inapte ». Je lis un tout petit bout de la didascalie. On flotte ici comme dans un rêve entre deux réalités, celle de la formation en entreprise et celle de l'école de la première partie, dont les échos semblent progressivement contaminer la scène. Et c'est donc Jean-Louis et Juliette. Bonjour, assieds-toi. Bonjour. Ton sac, il est où? Je sais pas. Écoute-moi, on a déjà eu cette discussion un paquet de fois. Dans une salle, il y a une place pour chaque chose, et chaque chose doit être à sa place. C'est la règle, et tu dois t'y conformer, c'est clair? Oui. Les autres, ils s'y conforment, non? Oui, oui.
Les autres, ils font bien ce qu'on leur dit et ils mettent leur sac à leur place, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que les autres, ils sont super. Quelle est la place de ton sac dans cette salle? Je sais pas. Tu sais pas. Non. Regarde-moi bien, la place de ton sac dans cette salle, c'est au porte-manteau avec tous les autres sacs. C'est clair? Comme ça, ils s'ennuient pas. Pardon? Bah, comme ça, mon sac, il est avec ses autres copains sacs. Ils sont ensemble et ils peuvent se raconter leur journée de sac, leurs vacances de sac, leur trajet de sac, leur vie de sac, quoi. Vous avez raison, la place d'un sac est parmi les siens avec les autres sacs des autres. Ok, donc tu te moques de moi, c'est ça? Ah non, mais pas du tout. Mais tu planes, tu te racontes de jolies histoires plus loufoques les unes que les autres. Il faut que tu t'organises, que tu mettes de l'ordre dans tout ça, on va pas s'en sortir là, hein? D'accord. Écoute-moi bien. C'est en étant méthodique, régulière et ordonnée que les choses roulent tranquillement. On ne laisse pas le temps filer entre nos doigts, on contrôle la situation, on rationalise les tâches. Tu vois le projet? D'accord, je vais essayer. Comment ça, tu vas essayer? Mais tu n'as pas le choix. Non, mais ma tête à moi, elle fonctionne pas comme vous. Elle n'arrive pas du tout à bien ordonner, ranger, orchestrer. Moi, ma tête à moi, elle a des trous dedans. Alors elle oublie, elle dévie, elle pense à autre chose. Elle est ailleurs. Mais comment ça, c'est pas compliqué quand même? Tu suis le programme, c'est tout. Je préférerais ne pas, je crois, suivre le programme. J'ai l'impression de manquer d'air quand je suis le programme. Non mais tu crois que je respire, moi? Que je passe mes journées à inspirer et à expirer? Tu vois un peu comment ça marche dans une classe de 25 élèves? Dans une famille, dans le monde du travail? Tu vois comment ça se passe dans la vie? Là, si tu ne comprends pas ce que je te dis, je vais être obligé de faire un rapport pour te signaler comme inapte et tu seras exclu. Tu comprends? Si tu n'y mets pas du tien, on va devoir mettre en place un process un peu dur. On va devoir sortir du volontarisme mou. Je te préviens. Et voilà. Merci beaucoup Thomas Pondevie, merci beaucoup Manu Matt d'avoir été nos têtes de lecture. Ce soir dans le studio des Bonnes Résolutions, nous avions à la réalisation Léa Pétel, au son Louane Uzel, aux caméras Florian Cobel, Elisa Romani et Sébastien Aymon, préparation Elisa Romani, présentation Dimitri Suma. Avec Tête de lecture, notre objectif, c'est de se frotter au monde du théâtre et de vous donner tous les codes pour le rendre lisible et désirable. On vous balise le chemin qui mène jusqu'aux portes de la salle de spectacle et on vous invite à rencontrer celles et ceux qui font le théâtre d'aujourd'hui, car on est persuadé que c'est grâce à la scène qu'on peut arriver à penser le monde qui nous entoure, à le critiquer, à en prendre soin. Approchez-vous, tendez l'oreille, ouvrez l'œil et poussez avec nous les portes du théâtre. On vous y espère nombreux, c'est notre but. C'est la fin de ce magazine pour tous ceux qui aiment le théâtre et ceux qui ne le savent pas encore. Tête de lecture.